évidemment, le plus important, c'est ce qui s'est passé lors de ces années d'extermination entre 1941 et 1945. C'est, si vous voulez, cette conscience d'avoir ou laissé les Juifs s'être massacrés ou d'avoir participé au massacre des Juifs en Europe qui pousse aussi ces nations, les 33 autres, à voter pour. Et je ne vous étonnerai pas si je vous dis que la France a voté pour la création d'un État juif en Palestine. Pour une fois que la France vote en faveur du peuple juif, il fallait quand même le remarquer. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur David Shapira. David, bonjour, Boker Tov. Bonjour et Boker Tov. Alors, je rappelle, de Radio Kalita. Voilà, je rappelle à nos auditeurs justement et nos auditrices effectivement que vous êtes historien et que vous êtes guide également et bien entendu vous êtes tout à fait approprié pour nous parler cette journée, de cet événement historique qui s'est produit il y a de cela 75 ans jour pour jour, le 29 novembre 1947. C'était bien entendu le vote du plan de partage de la Palestine en 2 États. Alors je voudrais que l'on revienne sur cet événement et nous replonger dans le contexte dans lequel il se déroule. Est-ce que à ce moment-là, les responsables du Yishuv, l'agence juive, Ben Gurion, les responsables du Yishuv sont convaincus qu'il y a une majorité indispensable pour faire voter ce plan de partage ? Non. D'ailleurs, c'était un travail au corps à corps et Moshe Charette, à l'époque, celui qui est responsable de faire passer à la majorité cette résolution qu'on appelle la résolution 181 des Nations Unies, eh bien, va user de toute son influence. Chaim Weizmann aussi. C'est un combat, mais je voudrais quand même revenir sur le contexte. Vous avez parlé d'un contexte. C'est très important de rappeler comment cette résolution a été votée, pourquoi et quelle est son importance, qu'est-ce qu'elle est. Comme vous le savez d'ailleurs, en Israël, il y a énormément de rues qui s'appellent la rue du 29 novembre, 1947 évidemment. Revenons au début du sionisme. Théodore Herzl, lui, était persuadé que l'État d'Israël verrait le jour s'il trouve une percée diplomatique, s'il a le soutien des nations d'un point de vue diplomatique. D'ailleurs, on l'avait un peu raillé sur ce programme-là. Certains pensaient qu'il n'y aurait pas d'issue diplomatique et qu'il fallait aller sur le terrain, qu'on appelait le sionisme pratique, mais Herzl, en fin de compte, a eu raison, sauf qu'il a eu raison un peu trop tôt, il a eu raison 50 ans plus tôt. Et il faut encore une fois rappeler le contexte de cette résolution. Comme vous le savez, quand les Britanniques arrivent ici en 1917, dans cette région qui s'appelait la Palestine auparavant, eh bien, ils arrivent avec la promesse de la déclaration Balfour d'aider le peuple juif, les Juifs, à fonder un foyer national juif. Et très rapidement, pour des intérêts liés aussi au pétrole et des intérêts politiques, eh bien, les Anglais vont se détacher de leurs promesses, ils vont trahir leurs promesses. Et le point culminant, ce sera le livre blanc qui, en 1939, va limiter l'immigration des Juifs en partance d'Europe au moment où Hitler a annexé l'Autriche, où Hitler détient plus de 800 000 Juifs en otage, les Juifs d'Allemagne et les Juifs d'Autriche. Mais la guerre éclate et les Anglais sont du bon côté. Et c'est en 1945, quand on découvre l'horreur des camps de concentration et d'extermination, que les Anglais continuent leur blocus de l'immigration, que les Juifs du Yishuv vont se révolter et vont attaquer les intérêts anglais qui ne comptent pas, en fin de compte, réaliser leur promesse d'aider les Juifs à fonder un État national. Et si vous voulez, le point culminant, c'est évidemment l'attentat du King David, le 22 juillet 1946, qui fait de nombreux morts, 93 morts. Le King David était à l'époque, je vous rappelle, le quartier général du mandat britannique. Et tout cela va amener le mandat britannique à se tourner vers l'ONU et leur demander en fait qu'ils prennent sur eux la responsabilité de l'avenir de la Palestine. Car eux ont reçu un mandat, je vous rappelle, de la Société des Nations en 1922, et ils ne veulent plus en fait s'occuper de la Palestine. Donc ils disent à l'ONU, voilà, c'est un cadeau empoisonné, occupez-vous de ce conflit entre Juifs et Arabes, on ne veut plus être là, nous on perd nos hommes, on perd nos soldats, on est attaqués de partout, Juifs surtout et Arabes, et donc l'ONU va vouloir s'occuper de la question de la Palestine. Et ils vont nommer une commission qui s'appelle l'UNSCOP, alors excusez-moi de l'accent anglais, United Nations Special Committee of Palestine, ça veut dire un comité spécial de Nations Unies pour la Palestine, qui va réunir
délégation de 15 pays différents et qui vont venir en Palestine et essayer de trouver la solution aux problèmes sur place. Alors, ils vont interroger évidemment les Britanniques, cette commission, ils vont interroger les Juifs, évidemment, mais les Arabes ne voudront pas coopérer et ne voudront pas s'adresser ni répondre aux questions de la commission. D'ailleurs, il y a un petit épisode formidable parce que lorsqu'ils arrivent dans un kibboutz qui s'appelle Revivim dans le Negev, ils y voient un parterre de glaïeuls, vous savez, ces fleurs très très violettes, et ils disent des personnes qui ont réussi à faire fleurir, à faire pousser des fleurs dans le désert, dans le Negev, eh bien, c'est à eux que le désert revient. Et donc, c'est grâce à cette plantation de glaïeuls que le plan de partage a inclus, entre autres, le désert du Negev. Alors, donc, en fait, vous avez compris que la conclusion de cette commission, c'est en fait qu'il ne sera pas possible que Juifs et Arabes vivent ensemble. Il faut les séparer en deux pays, un pays juif pour les Juifs de Palestine et un pays arabe pour les Arabes de Palestine, et une troisième entité qui serait dirigée par la communauté internationale, qui comprendrait Jérusalem et Bethléem, les lieux saints. Et ça, c'est le plan de partage qui est proposé par cette commission qui s'appelle l'UNSCOP, donc en juillet-août 1947 à l'ONU. Alors après, évidemment, l'ONU va prendre ce plan de partage qui comprend 55% pour les Juifs et 45% pour un pays arabe, et va proposer justement de voter sur une résolution qui partagerait cette région en deux États et une troisième région qui serait sous contrôle international. Alors, je voudrais avoir de votre part un point précis sur une sorte de sémantique, mais qui était importante. On parle à l'époque d'un État arabe, pour les Arabes. On ne parle pas vraiment de Palestiniens, on ne parle pas d'un État palestinien. Non, on parle d'Arabes palestiniens et de Juifs palestiniens, d'Arabes en Palestine, Juifs en Palestine. Les Juifs se considèrent comme Palestiniens et les Arabes appellent l'Arabe de Palestine. Il n'y a pas, le mot palestinien arrivera dans les années 60, donc c'est un non-sens, un anachronisme de parler de Palestiniens. Évidemment, on parle d'un État arabe en Palestine et on parle d'un plan de partage. Ce qui va se passer, c'est que le vote va avoir lieu le 29 novembre. Il faut quand même dire le résultat du vote. 33 nations vont voter pour, 13 vont voter contre et une dizaine de nations vont s'abstenir. Et donc c'est un élan d'enthousiasme et de joie parce que la communauté internationale, dans sa majorité, accepte l'idée même d'un État juif en Palestine. C'était une idée qui était complètement utopique lorsque, en 1897, fin août, Herzl en parlait dans son premier congrès sioniste. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que les Juifs du Yishuv, donc les Juifs en Palestine de l'époque, vont, le soir même, après le vote, sortir dans les rues et danser toute la nuit parce qu'ils ont compris qu'ils auraient un État. Ça y est, on est arrivé à l'aboutissement de 50 ans d'efforts politiques. Le 30 novembre au matin, un convoi qui se dirige de Lod à Jérusalem pour amener de la nourriture et toutes sortes de produits dont ont besoin les habitants de Jérusalem, se fait attaquer, je crois qu'il y a environ 12 morts, par des bandes armées arabes. Et le 30 novembre au matin, Daniel, c'est le début de la guerre d'indépendance. C'est le début de la guerre d'indépendance. La guerre d'indépendance commence le 30 novembre, le lendemain du vote de l'ONU. Et encore un événement qui le centre-ville de Jérusalem, le marché qui se trouvait rue Mamila, est attaqué le 1er décembre, il est complètement dévasté, et il faudra attendre plusieurs dizaines d'années pour que cette rue retrouve son blason d'or. Alors, je voudrais revenir sur un événement, sur des éléments qui ont pu influencer, on va dire, les pays à voter en faveur de ce plan de partage. Est-ce que, par exemple, l'événement de l'Exodus, qui se déroule à ce même moment, puisque l'Exodus est parti en juillet des côtes de Sète pour la Palestine mandataire, juillet 47, et puis on assiste à ce retour des réfugiés de l'Exodus, leur trimballement un peu partout en Europe jusqu'à Hambourg. Est-ce que ça a eu un impact de la part des nations pour voter en faveur d'un État juif ? Alors vous avez raison de rappeler l'immigration illégale et Exodus qui a pris, je dirais, une part importante. Mais le plus important, Daniel, c'est la Shoah. C'est quand même ce qui s'est passé en Europe au sujet du sort des Juifs. Il y a toujours dans l'arrière-pensée ce qui a été fait pour exterminer tous les Juifs d'Europe, et la Shoah
tient une place importante. D'ailleurs, quand vous regardez la liste des pays qui ont voté contre l'abstention, je donne juste très rapidement, c'est l'Iran, l'Afghanistan, l'Inde, la Turquie, le Liban, la Grèce, l'Égypte, la Syrie, l'Irak, l'Arabie Saoudite, Pakistan, Cuba, Yémen. Voilà, ce sont les pays qui ont voté contre. Un pays qui s'est abstenu, c'est très important de le rappeler, c'est la Grande-Bretagne. Oui. La Grande-Bretagne qui avait promis en 1917 d'aider les Juifs à fonder un foyer national juif, s'abstient. Mais il y a aussi le nationalisme arabe qui monte de plus en plus. Mais c'est évidemment le plus important, c'est ce qui s'est passé lors de ces années d'extermination entre 1941 et 1945. C'est, si vous voulez, cette conscience d'avoir ou laissé les Juifs s'être massacrés ou d'avoir participé au massacre des Juifs en Europe qui pousse aussi ces nations, les 33 autres, à voter pour. Et je ne vous étonnerai pas si je vous dis que la France a voté pour la création d'un État juif en Palestine. Pour une fois que la France vote en faveur du peuple juif, il fallait quand même le remarquer. Il est clair que à ce moment-là, on connaît la date de la fin du mandat britannique ou ce n'est que plus tard. Ce n'est que plus tard que ça intervient. Ça reste un mystère. Et d'ailleurs, les Britanniques vont laisser planer le mystère des fois 48 heures ou 24 heures avant qu'ils partent. Et ce que font les Britanniques plus tard, lorsque la guerre d'indépendance a déjà commencé, c'est qu'ils constatent quelle est la majorité dans chaque ville. Et lorsque la majorité est arabe, eh bien, ils convoquent 48 heures avant la direction des Arabes de cette ville en leur disant « Voilà, on va partir de cette citadelle, cette forteresse, donc c'est à vous de prendre les clés. » Et ils convoquent la minorité en général en disant « Sachez qu'on va partir dans 48 heures, il faut vite faire vos valises et partir, car vous allez vous faire massacrer. » Alors, la minorité, par exemple, juive de Tzfat, de Safed, refuse de partir, même s'ils sont 1500 contre 10 000, et grâce à toutes sortes d'événements qu'on ne va pas ici détailler, ce qui s'est passé à Tzfat à la veille de la guerre d'indépendance, enfin du 14 mai 48, eh bien, les Arabes ont quitté Tzfat. Mais à Tibériade, par exemple, où il y a une grosse majorité juive, une petite minorité arabe est convoquée chez les Britanniques juste avant qu'ils partent et on leur dit les Juifs vont vous massacrer. Les Juifs ont beau dire aux Arabes nous ne vous massacrerons pas, vous pouvez rester, il ne vous arrivera rien, mais la peur, la rumeur est tellement forte que les Arabes de Tibériade décident de partir et s'installeront au sud Liban. Après, on peut parler aussi du conflit des réfugiés. Non, ce que je veux dire, c'est que Ben Gurion... Les Britanniques, d'ailleurs, à Jérusalem, pour savoir quand les Britanniques devaient partir, eh bien, la Haganah avait dépêché un Juif qui avait un chien et il savait qu'il y avait un officier britannique qui sortait son chien tous les jours. Et donc, les deux propriétaires des chiens sont tombés amis parce qu'ils se promenaient en même temps. Et c'est comme ça qu'on a pu savoir quand les Britanniques quitteraient Jérusalem définitivement. Ça veut dire que David Ben Gurion, Ben Gurion n'a pas pu planifier, on va dire, la création de l'État d'Israël. Ça s'est fait dans la précipitation, la déclaration de l'indépendance. Dès que les Britanniques ont annoncé dans le courant du mois de mai 48 que le dernier soldat quitterait le sol de Palestine le 13 mai 1948 à minuit, Ben Gurion a décidé précipitamment d'anticiper, si vous voulez, la création de l'État d'Israël, avec une énorme pression des Américains qui se sont opposés à ce que Ben Gurion déclare l'indépendance de l'État d'Israël, car ils étaient persuadés qu'il y aurait une seconde Shoah pour les Juifs en Palestine, et ils avaient dit à Ben Gurion, nous ne pourrons pas vous aider, nous ne pourrons pas vous sauver, nous n'enverrons pas d'armes ni de soldats pour vous empêcher d'être massacrés. Donc il y a une énorme pression américaine pour ne pas déclarer l'indépendance, mais Ben Gurion a eu extrêmement de courage, de force, je dirais, de courage pour résister aux pressions américaines. Et en fait, la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël s'est faite dans la précipitation. Les invitations ont été envoyées 48 heures, 72 heures, ça devait être secret d'ailleurs. Certains des membres qui ont signé la déclaration ne pouvaient pas arriver à Tel Aviv ce jour-là, le vendredi, parce que Jérusalem était assiégée par des hordes d'émeutiers arabes et de villageois arabes. Donc, vous voyez, ça s'est fait dans une précipitation. D'ailleurs, c'était un vendredi après-midi, à 16h, boulevard Dizengoff, au numéro 16. Boulevard Rothschild. Dizengoff. Et d'ailleurs, on n'a pas chanté, on n'a pas dansé toute la nuit, du vendredi au samedi, parce que il y avait une situation d'urgence. Le samedi matin, le samedi 15 mai 1948, 5 pays arabes déclarent la guerre officiellement contre l'État d'Israël. Je vous les rappelle lesquels, pour ceux qui ne savent pas: la Jordanie, le Liban, l'Égypte, la Syrie,
et évidemment l'Irak aussi. Donc tous ces pays arabes décident le jour même, le lendemain, quelques heures après l'existence de l'État d'Israël, d'envahir l'État d'Israël. Eh bien, docteur David Shapira, merci beaucoup de nous avoir rappelé cette période extrêmement déterminante dans l'histoire de l'État d'Israël, dans l'histoire du peuple juif, avec le vote de cette résolution 181 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui validait donc le plan de partage de la Palestine mandataire et de facto provoquait la création d'un État d'Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en cette journée. Fête du 29 novembre 1947. Voilà, on peut se souhaiter bonne fête puisqu'on peut, en regardant les réalisations de cet État depuis ces 75 dernières années, bien on peut d'une certaine manière applaudir à ce qui s'est produit ici, ce véritable miracle qui s'est produit ici en Israël. Merci beaucoup David Shapira d'avoir été avec nous. Bonne journée.